aborder aujourd'hui la thématique de la prise de décision collective et on vous propose un voyage spatial. Juste avant de nous présenter, pour savoir un peu qui est dans la salle, qui est-ce qui travaille, qui est-ce qui ne travaille pas vraiment en équipe, dans une équipe? Levez la main. Ah, c'est une main, oui, ok, en solo. Et qui travaille dans une équipe, mais vraiment avec très peu d'autonomie ou pas d'autonomie? Cool. Et qui travaille en équipe avec de l'autonomie? Ou équipe agile ou autre? Wow. Chouette, super. Intéressant. Nickel, ok. Alors, on se présente. Donc moi, c'est Yvan. Moi, c'est Jérôme, apparemment. Donc, on va vous embarquer dans notre voyage spatial. Ici. Ah ouais, carrément, le trait bleu. Ok, ça marche. Alors, juste pour vous dire un mot sur chez qui on travaille. Donc, on travaille chez France Travail. Donc, c'est l'une des plus grosses DSI du secteur public. Donc voilà, on est environ 1600 agents. Et nous, on accompagne les personnes, les équipes, l'organisation, en essayant de faire toujours mieux, d'apporter plus d'impact pour amener plus de valeur aux services qu'on délivre à la collectivité. Et on est de plus en plus ouvert vers le réseau pour l'emploi. C'est un peu l'enjeu de la transformation en France Travail. Est-ce que tu voulais dire un mot? Non, peut-être. Donc ce voyage spatial ne serait possible que avec le soutien des sponsors. Donc merci à eux de financer cette navette. Je suis contraint. C'est dur de parler de voyage spatial en étant limité. Ouais. Mais viens si tu veux. Effectivement. Donc les sponsors, importants, l'équipe d'Orga, fantastique, aux petits soins, bravo. Et le forum des partenaires? Oui, le forum des partenaires, donc vous avez déjà entendu parler, je pense. De notre côté, on s'est dit que en tant que sponsor, ce qu'on souhaitait surtout, c'était investir en fait sur l'avenir et donc participer en fait à ce grand mouvement. On n'est pas nécessairement présent en fait sur le forum, même si on trouve l'idée excellente. Par contre, vous pouvez venir nous voir en fait si vous avez des questions. On pourra échanger après. Alors, Georges Clemenceau disait pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes et 3, c'est déjà trop. Alors, on va essayer de le démentir. Jérôme, quelles sont les nouvelles de la navette spatiale? Oui. Alors, écoutez, bienvenue dans la mission Mars 2035. Donc là, on a les 7 astronautes de l'Agence spatiale européenne, de 7 pays différents. On fait quelque chose vraiment bien. Et puis, on espère qu'ils vont réussir à mettre les pieds sur la planète rouge et puis y installer une colonie. C'est ça l'enjeu, donc ça va être une grande aventure. On va leur souhaiter bonne chance et puis on va profiter pour étudier les problématiques de prise de décision. Alors, c'est le grand jour. Ils sont dans les starting blocks. C'est le décompte, le compte à rebours. 3, 2, 1, décollage. Et ça y est, c'est parti. La grande aventure démarre. Et donc, ils se retrouvent en orbite. Le décollage s'est bien passé. Ils sont en train de faire leur petite révolution autour de la Terre pour arriver dans la bonne position pour enclencher les réacteurs spatiaux. Tout roule comme sur des roulettes. C'est formidable. Et puis soudain, au Japon, terrible tremblement de terre, le mont Fuji rentre en éruption, mais alors une éruption vraiment catastrophique avec des énormes nuages en fait, de cendres, comme vous voyez, qui rentrent dans l'atmosphère. Et puis les minutes passent, les heures passent, et puis au bout de 24 heures, en fait, on a tout l'hémisphère nord qui est recouvert en fait, de cendres. Okay. Ils sont dans l'obscurité, enfin on est dans l'obscurité, puisque nous dans l'hémisphère nord. Et puis 24 heures plus tard, l'éruption continue et c'est toute la Terre entière en fait, qui est dans le noir. Donc évidemment, les températures s'effondrent, ils perdent 6 degrés juste en 48 heures. Les systèmes énergétiques sont sursollicités et puis ce qu'on craignait arrive. Tous les systèmes énergétiques s'effondrent, l'économie mondiale s'arrête et puis surtout par rapport à nos amis, toute la communication en fait, avec le centre Kourou est interrompue. Silence radio. Alors, Marcus, c'est le capitaine de l'équipe. Le manager? Oui, c'est aussi c'est le manager, voilà. Et bien malheureusement, il a une crise cardiaque quand il voit ce qui est en train de se passer. Et l'équipage tente son possible, mais malheureusement, Marcus décède. Donc l'équipage se retrouve sans chef. Le manager. Ouais. Et en plus, c'était l'expert méthode, c'était l'expert en chefferie de projet, tout ça. Donc il se retrouve vraiment en difficulté et il se demande mais comment on va faire pour
décider de la suite, quoi. Hein, ça va être quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Et puis déjà, tout de suite, il y a une première décision qui s'impose, décision stratégique pour eux, parce que ça engage à la fois l'équipage et puis la suite de la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente de revenir sur Terre, sachant que ça va être dans des conditions difficiles, visibilité sans contact radio? Est-ce qu'on reste en orbite, là encore, sans contact radio, en attendant que les choses se résolvent? Ou est-ce qu'on part quand même, sans contact avec Kourou, et on part vers Mars? Alors ça dure 9 mois le voyage, donc en espérant que d'ici là, voilà. Donc, aux zones de préférence de chacun, là, les zones vertes, c'est toutes les options pour lesquelles j'ai une préférence. Et puis on voit que quand on arrive à avoir une intersection, c'est ce petit triangle arrondi, c'est là où tout le monde est d'accord. Alors quand on obtient une décision à l'unanimité, c'est quelque chose qui est très rassurant, parce qu'on a un sens vraiment d'harmonie avec le collectif quand on prend ces décisions-là. Et puis c'est très engageant, hein, parce que là, franchement, on s'est tous mis d'accord. Voilà. Ah, on a un petit écho, je m'entends, c'est amusant. Bon. Et donc, comment on fait pour prendre une décision à l'unanimité? Et bien là, on a une technique de prise de décision, parce qu'on a tendance à mélanger les deux, qui s'appelle le consensus. Et donc là, on est bien dans la technique. Cette technique, elle vise à obtenir l'unanimité qui est le résultat. Et donc, pour ça, on va chercher à ce que le plus grand nombre de personnes soient d'accord, parce que quand on est dans le consensus, parfois, on va perdre certaines personnes qui vont devoir peut-être s'abstenir. Hein, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc le consensus, c'est quelque chose qui est très naturel, hein, et on va avoir des fonctionnements totalement implicites. Hein, c'est totalement informel, hein, les prises de décision en consensus, du moins la plupart du temps c'est comme ça. Ce qui va générer potentiellement pas mal de biais. Alors regardons des biais potentiels ou des difficultés. La première chose, c'est comme on souhaite que tout le monde puisse, enfin le plus grand nombre soit d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'oppose? Eh bien oui, cette personne qui s'oppose, ça peut créer pas mal de tensions et surtout, il peut totalement bloquer, paralyser tout le processus de décision. Et ce qui fait que dans le consensus, des fois, on n'arrive jamais à trouver une décision qui satisfasse le plus grand nombre. Okay. L'autre possibilité, c'est que du coup, comme on sait qu'il y a ce risque-là, tout le monde le connaît implicitement, on va avoir des gens qui vont peut-être avoir tendance à éviter d'être en désaccord, à se désengager un petit peu, à se dire bon, ok, finalement, moi, je vous laisse décider. Et on obtient des décisions type décision à l'usure, on n'en peut plus des réunions pour discuter, allez, on y va. Ou presque pire, le consensus mou, où tout le monde dit c'est bon, on y va, oui, c'est bien. Et puis en fait, finalement, personne n'est engagé dans ce processus. Donc c'est une technique de prise de décision qui vise le maximum d'engagement. Et puis, fréquemment, on n'arrive même pas à prendre une décision. Et puis dans d'autres cas, on n'a pas du tout d'engagement. Donc c'est assez compliqué, quoi. Alors, parmi vous dans la salle, levez la main ceux qui ont déjà pratiqué le consensus. Oui. Il y a du monde, hein, quand même. Là, il y a du monde. Hein. Bon, alors, Yvan, comment ça va se passer pour nos amis, là? Oui, revenons à la navette spatiale. Alors, ça discute, ça tergiverse, ça avance des arguments, ça pèse le pour et le contre. Il y a même des moments où les discussions sont tendues. Hein, c'est quand même une décision qu'on peut qualifier de vitale. Il n'y a qu'à voir leur visage. Hein, ouais, c'est très tendu, effectivement. Là. Alors là, avec un peu de lucidité, beaucoup de prise de recul, l'équipe décide de dire stop, comme ça. Ouais. Et donc voilà. Donc l'équipe décide de dire stop, se rappelle de l'influence positive de l'expert méthodologique Marcus, qui est malheureusement trépassé, et qui aurait dit interrogeons-nous sur notre processus de prise de décision, sage décision. Et donc en fait, ils se disent on va prendre un peu de temps, c'est pas grave, pour formaliser la façon dont on va se décider sur cette question. En fait, ils observent qu'ils sont tombés dans le piège de la paralysie de l'analyse. Alors ça peut intervenir quand on mène un consensus, hein, on peut être dans des discussions stériles sans fin, on peut aussi le vivre à titre individuel quand on cherche à avoir le plus d'informations possible pour prendre la meilleure décision, mais on n'a parfois pas toujours toute l'information requise. Alors,
Le contact avec la Terre étant toujours inopérant, on ne peut pas accéder à ChatGPT 26. Donc il faut prendre des bonnes vieilles techniques à l'ancienne, le bon vieux brainstorming. Ils ressortent les post-it qu'ils avaient heureusement emmenés dans leur navette, bien entendu. Et donc ils énumèrent tout un tas d'idées, d'options, parfois un peu saugrenues, dans certains cas vraiment très pertinentes. Et ils listent tout ça et finalement ils sont rapidement noyés sous le flot d'idées qui émergent de l'équipe. Et ils se disent il va falloir classer tout ça. Alors ils ont toujours les bons réflexes. Ils se rappellent du principe du vote à points. En fait, chaque membre de l'équipe va pouvoir dispatcher 5 points parmi les différentes idées qui sont émergées pour mettre en avant les idées qui leur semblent les plus importantes autour de ce processus décisionnel. Alors Rémi, le petit français de l'étape, lui, à peine les modalités de vote exprimées, se lance, il sélectionne 2 idées, il vote 3 points sur une idée et 2 points sur une autre. Et finalement, le reste de l'équipe, face à cette arrogance, en tout cas cette détermination, suit en fait d'un seul élan ce bon vieux Rémi, et il vote majoritairement en fait sur ces 2 idées-là. Betty, en fine tacticienne, on verra que elle va... Bon, bref, je n'en dis pas plus. Betty se positionne en toute fin de vote et en fait met ses 5 points sur la 2e idée qui passe en première idée sélectionnée. Et en fait, l'équipe se rend compte, avec un peu d'effroi, il faut bien le dire, que la première idée, elle n'est pas du tout réaliste et la 2e, elle n'est pas très faisable. Donc, en fait, tout ça pour pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, fascinant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce vote à points? En fait, il n'y a pas eu de discussion préalable par rapport à toutes les options qui ont été posées par les membres de l'équipe. Et finalement, en absence de clarification des différentes idées, des différentes propositions, eh bien, il y a eu un effet d'ancrage. Rémi a induit un effet d'ancrage sur le reste de l'équipe qui ne savait pas forcément se positionner et qui a voté largement sur les 2 idées préalables. Et finalement, ça a conduit à une manipulation, entre guillemets, du vote. Donc le conseil à retenir, et en tout cas que l'équipe se dit, c'est de toujours précéder un vote à points par une clarification des idées, éventuellement un débat si nécessaire sur les différentes options. Et puis, si vraiment, l'équipe peut aussi expliciter les critères qui vont conduire au vote de chacun. Et puis, en dernier recours, si ce phénomène se produit fréquemment, ça peut être intéressant d'utiliser du vote à bulletin secret. Et on comptabilise à la fin. Comme ça, on n'a vraiment pas de phénomène de biais. Alors, parmi vous, qui a déjà utilisé le vote à points? Ah ouais, quand même. Et qui est déjà tombé parmi ceux qui ont levé la main dans les pièges du vote à points? Ok, alors, l'équipe... comment ils vont faire alors là, bonne question. Alors l'équipe se dit, je me rappelle de la matrice d'Eisenhower. En quoi ça consiste? Globalement, ou carré magique, je vais ordonner les différentes idées, les différentes propositions qui ont émergé. Je vais les classer sur un axe vertical où on va évaluer le gain, l'apport que peut représenter une idée. Et puis sur l'axe horizontal, l'effort, ou si vous voulez, le temps qui va nous être nécessaire pour aboutir à une décision. Et puis, cette équipe, décidément, a beaucoup de ressources. Ils se disent, en plus, comme souvent on a tendance à surévaluer les gains apportés par une idée ou par une action et à sous-évaluer l'effort à fournir, ils vont décentrer leur cadran. Et donc là, ils identifient rapidement dans la zone verte des idées qui sont, on va dire, tout bénef, c'est-à-dire des idées qui, avec un faible effort, vont apporter beaucoup de gains. Ensuite, des idées qui vont nécessiter d'être planifiées. Il y a un gain important, mais l'effort à fournir est plus élevé. Et puis enfin, des idées qu'on peut éventuellement considérer, puisque finalement l'effort à fournir n'est pas élevé, mais le gain ne sera pas non plus ouf. Donc, et alors, il y a une zone, là, il faut oublier, la zone rouge, il faut laisser tomber. Et alors, ils rédigent une petite fiche d'expérimentation. C'est l'une des idées qui a émergé dans leur petit cadran vert. Donc, on est dans une difficulté à prendre des décisions de manière efficace. Ça, c'est la cause. Du coup, les expérimentations qu'on va mener, c'est qu'on va installer 2 rôles délégués. Un rôle de pouce-décision, une personne qui va être responsable parfois de rendre plus constructives les discussions et éventuellement
de réduire les options si nécessaire. On ne considère pas l'option Lune, par exemple, on ne va pas sur la Lune, on s'en reste aux 3 premières options. Donc ça, c'est Lucas qui va également devenir le responsable de cette expérimentation pour suivre un petit peu l'avancée de cette expérimentation. Et enfin, Sari qui va prendre le rôle de maître du temps pour borner dans le temps les différents échanges afin d'aboutir à une bonne décision. Bien sûr, les critères d'acceptation de cette expérimentation, c'est d'arriver à décider collectivement de la suite de la mission et, in fine, que tout le monde adhère aux résultats induits par les discussions de groupe. Et il positionne une échéance pour cette discussion. Ce sera le lendemain à 12 h. Donc il faut qu'on soit sorti avec une décision. Donc voilà, petit canevas qui peut être intéressant. Parfois on pousse sur certaines idées en se disant que si on lance une expérimentation, ça ne coûtera pas grand-chose. Mais ça peut être intéressant de figer le cadre de cette expérimentation avec notamment une date d'échéance pour revoir si les critères d'acceptation de notre expérimentation sont bien au rendez-vous. Et du coup, si on valide cette expérimentation. Et donc, si on retient quelques éléments de cette aventure décisionnelle, donc fixer des délais. Éventuellement, si on part dans tous les sens, chercher à limiter les options. On peut également commencer avant d'être prêt, en fixant le cadre d'une expérimentation. Et également, on peut considérer qu'on peut désacraliser la prise de décision. Toutes les décisions ne sont pas forcément définitives. Elles sont parfois révocables, ou on peut les réparer, on va dire. Parfois, ça demande du temps ou de l'argent, bien sûr, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment irrévocables. Le manager peut aider aussi dans ce processus-là, quand il n'est pas décédé. Oui, c'est vrai. donc voilà, je pense que c'est les grandes lignes à en tirer. Et puis, finalement, prendre une mauvaise décision, en tirer les conclusions, c'est aussi apprendre, c'est aussi progresser. Donc voilà. Et donc finalement, avant l'expiration du délai, eh bien, notre fier équipage décide de continuer leur mission sur Mars. Ils étaient programmés pour ça, ils restent sur le plan. Bah, cool. Super. Alors, les mois passent. Donc, vous vous souvenez, ça prend 9 mois. Là, on est à 8 mois déjà de voyage. Alors, les conditions sur Terre ne sont pas bonnes du tout. Vraiment, l'éruption volcanique est toujours à l'œuvre. Ça devient de plus en plus complexe pour survivre déjà dans ces conditions. Néanmoins, ils arrivent quand même à avoir des petits échanges radio avec Kourou. Par contre, là, la question qui se pose, c'est qu'il va falloir envisager l'atterrissage. Et où atterrir? Or, ça, c'était prévu que ce soit les supercalculateurs du centre de spatial de Kourou qui puissent les aider, quoi. Et là, tous ces supercalculateurs sont coupés par manque d'énergie parce que ce n'est pas des services essentiels. Donc là, il va falloir trouver une autre solution. Et puis, donc, il y a Javier, l'Espagnol, qui dit bon, écoutez les gars, moi je veux bien, mais ras-le-bol du consensus. La dernière fois, ça avait été vraiment trop long, on s'était pris le chou, tout ça. Bon. Moi, je vous propose un truc que j'avais appris à l'académie. C'est une autre technique où il y a quelqu'un qui s'y met, il propose, il réfléchit à une proposition de solution, et puis il l'amène au groupe, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce que ça vous dit, quoi? Alors, tout le monde, ouais, écoute, ok, on y va, faut juste choisir qui. Bah, écoutez, moi je propose, je suis motivé, j'ai l'expérience, tout ça, et donc il est volontaire et ils acceptent que ce soit Javier. Et ça tombe bien, parce que Javier, c'est quand même celui qui a le plus d'expérience, il a fait 3 voyages sur la Lune, et puis c'est aussi le géologue, il est spécialiste de la géologie martienne. Donc pour l'atterrissage, ça peut être vraiment intéressant. Et donc cette technique, en fait, ça porte un nom, ça s'appelle le consentement. Et le consentement, contrairement à tout à l'heure au consensus où on s'intéressait que à la zone « je préfère », on va s'intéresser aussi à la zone de tolérance. Donc je peux vivre avec ces solutions-là, c'est pas ce que je préfère, mais quand même je peux tolérer ça. Et puis on va s'intéresser aussi à la zone où on n'est pas du tout d'accord et on va faire des objections. Et on va fortement formaliser la prise de décision pour éviter les biais. Et on va notamment s'assurer que tout le monde va être interrogé et va s'exprimer tout au long du processus. Donc si on compare un petit peu les deux, là on a le consensus avec la petite zone vert foncé au milieu. Et là le consentement, alors que tout à l'heure en consensus on était sur le plus grand nombre et d'accord, le consentement c'est personne n'est contre. Et la zone est différente, c'est la zone jaune foncé,
Et comme vous voyez sur l'écran, cette zone, elle est beaucoup plus grande. Elle fait là, ici sur ce dessin, au moins 6 à 7 fois plus grand. Donc on a beaucoup plus de possibilités de trouver un accord tous ensemble. Il y a quelque chose d'autre qui est assez important et qui va nous servir, c'est que dans le consensus, souvent, on cherche la meilleure solution, la solution qui va pouvoir accueillir le plus de votes. Et donc pour ça, on va des fois passer beaucoup de temps à identifier quelle serait la meilleure solution possible, d'améliorer notre solution. Et puis aussi, on peut arriver à des solutions qui sont beaucoup plus coûteuses à mettre en œuvre. Alors que dans le consentement, on cherche juste la solution qui est acceptable pour pouvoir prendre une décision rapidement. On n'est pas du tout dans la même philosophie. Comment on fait alors pour du consentement? On va faire un vote, typiquement à main levée, donc on va dire voilà, je suis pour, ou au contraire, voilà, je tolère, je peux vivre avec, ou je ne suis pas d'accord. Et à partir de là, on va s'intéresser aux objections que va faire la personne, et en particulier, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il vote pour. Et donc on va dérouler tout le processus qui va apparaître à droite, petit à petit, au fur et à mesure, et sur la gauche, on a la carte de Mars. Et donc, on commence par la présentation de la proposition. Donc, Ravière présente sa proposition qui consiste à aller atterrir ici, dans cet ancien cratère, là, Argir. Pour lui, c'est là qu'il faut atterrir. Il a travaillé longtemps dessus et c'est sa solution. Ensuite, on fait un tour de questions de clarification. Là, ce qui nous intéresse, c'est de sentir un petit peu que tout le groupe sente les réactions, comment chacun se positionne. Donc, ce qui est important, c'est que chacun s'exprime, mais qu'on ne rebondisse pas dessus. On veut juste avoir ces infos-là. Donc, il y a des personnes qui vont dire oui, bah, pourquoi pas, oui, ça me va. Ou d'autres personnes qui vont dire bah, là, moi, je suis un peu hésitant. Là. T'es sûr que c'est là qu'il faut aller? Bah voilà, je ne sais pas. D'autres qui vont dire ah ouais, peut-être qu'il fait froid ici, ou je ne sais pas. Il y a un tour de clarification, oui. Vraiment pour comprendre la proposition de Ravière. Ah oui, le tour de clarification, exact. Et un tour de ressenti. Là, c'est les tours des questions, pardon. Oui. Les tours de questions de clarification. Donc, on pose des questions à Ravière qui va les expliquer. Et donc, Ravière va pouvoir expliquer pourquoi il a choisi cet endroit-là. Parce que cet endroit, le sol est plutôt bien plat, il y a peu de cailloux. Aussi, le climat, on est dans la zone de climat sous-tropical, donc sous-polaire. On n'est pas dans la zone polaire, donc lui, ça lui convient par rapport à la mission. Et puis par ailleurs, en dessous, sous la terre, il y a de la glace qui va permettre en fait plus tard de pouvoir l'explorer, enfin de la récupérer pour pouvoir avoir de l'eau, quoi. Et donc voilà, donc chacun va poser ses questions. Si des personnes n'ont pas de questions, ils vont dire j'ai pas de questions, mais on fait bien un tour de table pour s'assurer que chacun s'est exprimé. Et donc on arrive enfin au tour des réactions rapides. Et donc là, les personnes s'expriment et peuvent dire bon bah moi ça me va. Carrément des personnes peuvent éventuellement dire je vais être d'accord, d'autres hésiter, d'autres dire moi je préférais plutôt un endroit plus chaud. Voilà. L'important c'est de faire le tour et de ne pas rebondir comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on passe directement au tour de vote. Donc là cette fois les gens vont voter et on obtient à l'issue du vote 2 personnes qui sont pour, une personne qui est plutôt dans la tolérance, vote tolérance, et 2 qui ont des objections. Ah tiens non. Et donc là maintenant on va s'intéresser à tour de rôle, d'avoir une présentation des objections et puis de chercher à les traiter de manière à ce qu'on puisse éventuellement remodifier la proposition de Ravière et puis voir si on acquiert plus de personnes qui sont d'accord. Mais alors quelles sont les objections? Alors on va commencer par Sari, qui elle va dire bon bah moi ça me va pas du tout là, il fait trop froid, j'aimerais bien aller ici, à Elysium, parce qu'on est dans un climat sous-tropical, moi ça me semble bien plus agréable. Sauf que l'équipage dit oui, mais on est avec nos scaphandres, la mission ici, on n'a aucun rapport, ça ne va pas nous embêter en fait d'être là, donc on ne voit pas du tout d'intérêt, on pense que cette objection n'est pas valide. Bon. Semblerait. Et donc, objection refusée. Et donc ce qui se passe, c'est que les objections, il y en a certaines qui sont valides, d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a un petit guide, que Ravière il se souvient de l'académie, et donc en rouge, on a celles qui ne sont pas valides et au centre, celles qui le sont. Donc dans les non-valides, on a par exemple une solution qui pourrait être meilleure. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était dans le consensus, on cherchait la meilleure solution, mais pas dans le consentement. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas valide. De la même façon, la préférence, je peux vivre avec, mais j'aimerais bien quand même autre chose, on est exactement dans quelque chose qui est très similaire. On peut avoir des peurs aussi, des personnes qui disent « oh là, ça va être dangereux », mais peut-être que c'est des peurs qui sont juste un peu exagérées, infondées.
Là-bas, on a aussi des choses où une personne s'exprime mais finalement n'est pas concernée. Dans ce cas-là, on va considérer que ce n'est pas une objection valide. Et puis, on a des problématiques complètement hors sujet, potentiellement. Et puis, au centre, des objections valides. On va avoir les risques, des risques clairement identifiés, validés. Dans ce cas-là, oui. On a des éléments personnels. La prise de décision pourrait désengager une personne ou avoir des impacts sur son rôle. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir les étudier de manière à ce que la personne puisse toujours être engagée avec nous. On peut avoir des problématiques de conséquences directes. Et puis, au centre, une problématique par rapport à la raison d'être ou la mission elle-même. Dans ce cas-là, on est vraiment sur des objections très valides. Alors, regardons la deuxième objection. C'est Elena. Elena, elle est météorologiste martienne. Et donc, elle a passé quand même les 8 mois là, à étudier ce qui se passait sur Mars à distance. Et ce qu'elle dit, c'est qu'à Argyre, il y a des tempêtes quasiment quotidiennes. Et elle pense que c'est dangereux, à la fois pour l'atterrissage et pour les travaux sur place, à l'issue de ça. Alors là, par contre, là, l'équipage est embêté parce que là, oui, clairement, ça met en péril la mission. Donc, il y a une discussion qui se fait, etc. Et puis, Javier dit, mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aller à Hélas ? Et là, elle dit, oui, Sari, elle dit, oui, ça serait super parce que là, le climat là-bas est totalement différent, on n'a pas de risque par rapport à ça. Alors, Javier, il dit, c'est super parce qu'en fait, j'ai les mêmes avantages qu'à Argyre au niveau du sol, de l'eau, tout ça, du climat. Et en plus, on n'a pas les problèmes de météo. Donc j'amende ma proposition, on refait un vote, et là, on obtient miracle. 4 personnes pour et une personne neutre. Donc ce qui fait qu'on a décidé d'atterrir ici, et on célèbre la décision, parce qu'on s'est quand même tapé tout un processus assez contraignant, il y a eu tout un ensemble d'échanges. Voilà, et donc, on va aller boire un verre de jus d'orange, parce qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Ils n'ont pas pu en emmener. Et les bouteilles de Bordeaux sont interdites. Voilà. Alors, parmi vous, qui a déjà pratiqué le consentement ? Bien, super. Alors, Yvan. Oui, le lieu est choisi. J'ai envie de dire muy bien, comme dirait Javier. Et en fait, Javier, notre espagnol, faut quand même l'avouer, il a un peu pris la grosse tête. Face à la réussite de son processus, le fait d'avoir embarqué toute l'équipe dans ce mode de décision, cette interaction qu'il y a eu, ça fait un certain temps qu'il commence à prendre le pas sur l'équipe, à orienter un petit peu tous les échanges, à rabrouer un petit peu ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc ça commence à devenir compliqué et il faut encore choisir le moment précis et l'équipage qui va mettre en premier pas, qui va partir sur le petit vaisseau, le module, qui va prendre pied sur Mars. Et lui, il a choisi Betty, Elena et Lucas, fort sympathiques au demeurant, mais il a écarté Sari, qui, on le sait tous, est la pilote émérite de cette équipe. Et en fait, tout ça parce qu'il y a un différend entre Sari et Javier. Il a pété un câble, quoi. Ben oui, d'autant plus que qu'est-ce qui se passe, Jérôme ? Tu t'en doutes ? En fait, au moment où la navette essaye de quitter le vaisseau spatial, catastrophe, il tape sur le bord. Et en fait, Elena n'est pas une pilote forcément compétente, formée pour ça. Elle a bien d'autres qualités, mais c'est pas son... Et donc, finalement... plus de peur que de mal. Il n'y a pas de dégâts matériels qui soient irrésolvables, mais le module revient sur la navette spatiale et là, l'équipe en a marre, se rebelle et décide que ça va plus. Quoi. Le melon, on peut le dire, de Javier ne convient plus au reste de l'équipe. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est un petit peu dans l'inverse de la paralysie de l'analyse. On est plutôt sur la décision impulsive, un peu autocratique. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe quand une personne a une emprise sur un collectif ? Alors, ça peut être finalement au regard d'une position hiérarchique plus élevée. Donc, on est un peu dans l'autocratisme, on va dire. Ça peut être aussi au regard d'une expertise réelle ou perçue par l'équipe. Et puis, ou également, tout simplement, sur une manipulation, des techniques de manipulation d'une personne sur le groupe. Et donc, ça peut conduire finalement à des décisions prises par une seule personne et qui sont de fait soumises au biais de subjectivité. Et on ne profite pas de la richesse du groupe pour avancer, pour décider. Donc,
face à cette situation, notre équipe a encore beaucoup de ressources. Lucas, qui est le psy du groupe, qui propose de travailler sur la sécurité psychologique. Alors, pendant ces 2 jours, c'est un sujet fort, important. Donc, il décide de le replacer en préalable aux prises de décision. La sécurité psychologique, il décide de l'adresser en mettant en place un cercle de parole où chacun va pouvoir exprimer son ressenti sur les derniers jours et finalement vider son sac. Et c'est à l'occasion de ce cercle, de ce tour de parole, que finalement Javier craque. Et il reconnaît qu'il a voulu prendre tout le poids de l'équipe et de la mission sur ses épaules et qu'il s'est mal comporté. Et voilà, donc don't act. L'équipe se ressoude en vidant son sac. Donc sécurité psychologique, ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut percevoir au sein d'un groupe, mais parfois ça peut être vraiment ressenti par 1 ou 2 personnes finalement qui se retrouvent un petit peu isolées, en difficulté dans un groupe et qui ont de fait du mal à l'exprimer. Donc sécurité psychologique, et puis également il décide de 2 choses. D'une part, de faire d'avoir comme préalable à une prise de décision le fait d'avoir analysé véritablement une situation. On peut penser par exemple à du SWOT, je ne sais pas si vous connaissez, où face à une situation, une prise de décision, on peut identifier les points forts, les points faibles et éventuellement les opportunités et les menaces. Donc voilà, ça peut être une façon d'analyser une prise de décision à venir et du coup de rentrer vraiment là-dessus. Alors Lucas a maintenant la responsabilité de refuser toute décision qui n'aurait pas comme prérequis en fait une analyse vraiment de la situation. Et enfin, dernier élément, le fait de créer la discorde. Parfois, un groupe pour préserver l'unité du groupe, va avoir tendance, c'est le biais de Janice, je crois, à aller un petit peu toujours dans le même sens et finalement à faire que les individus s'expriment moins, ont peur de s'exprimer pour ne pas mettre en péril finalement l'unité du groupe. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif pour créer la discorde au sein du groupe, finalement un rôle d'avocat du diable tournant, quelqu'un qui va être chargé de proposer un point de vue un petit peu opposé au sens du groupe pour vraiment l'étudier et voir s'il n'y a pas des choses à en tirer. Donc ça, ce sera un rôle tournant. De la même façon, un manager pourrait aussi exercer ce rôle-là ou s'assurer que tout le monde ait pu s'exprimer, si tant est qu'il y en avait encore des vivants. Voilà, et donc finalement, de par ce cadre qui a été positionné, 5 propositions d'équipage émergent et finalement un vote a lieu parmi ces 5 propositions. Et ce sera donc finalement Betty, Sari et Elena qui vont prendre les premières possessions et qui vont poser le pied sur Mars. Cool. C'est bien. Mais il reste encore une décision, certes symbolique, mais essentielle. Quelle musique va-t-on mettre quand le module va s'extraire de la navette spatiale ? Important. Et alors là, ils se décident, bon, ils sont passés quand même par beaucoup de décisions jusqu'ici, donc ils s'en remettent au hasard. Hein. Ils jettent un dé. Il y a une playlist officielle de l'Agence spatiale européenne. Qui est super. Super, je ne sais pas si vous l'avez dans Spotify. Et donc en fait, c'est la chanson Queen Don't Stop Me Now qui sera l'hymne entêtant pour initier cette aventure martienne. Donc voilà, et ils trouvent ça tellement fun qu'ils se décident de sélectionner le repas lyophilisé chaque fois avec les dés. Donc voilà, ça fait une nouvelle surprise à chaque repas. Voilà, donc c'est quand même très sympa. Ok. Alors donc il leur reste un mois, maintenant qu'ils ont pris la décision, pour pouvoir approcher de Mars. Et puis il y a Lucas. Alors Lucas, c'est le psychologue, on l'a dit tout à l'heure. Lui, il se dit, bon, là quand même, on a pris plein de décisions, mais j'aimerais bien comprendre, peut-être est-ce qu'on pourrait capitaliser tout ce qu'on a appris et qu'on puisse réutiliser ça plus tard pour les prochaines décisions. On pourra mettre ça dans le journal de bord. Et puis, donc l'équipage est d'accord. De toute façon, bon, il reste quelques petits préparatifs, mais globalement, ils ont le temps. Hein. Et donc, il se dit, bon, on va partir sur des ateliers. Ils ressortent les post-it, évidemment, voilà, ils ressortent les post-it et puis ils vont faire cette petite... ces moments de prise de recul, il paraît, je crois, que ça s'appellerait une rétro... Je crois, je ne sais plus comment... Je ne sais plus quoi, oui. un truc comme ça. Et donc, ils commencent par faire émerger tous les trucs qu'ils ont appris, tout ça, et puis ils se rendent compte, ils vont pouvoir catégoriser en 2 paquets. Et il y a un premier paquet, c'est tous les outils qu'ils ont utilisés, mais qui ne sont pas des techniques, vraiment les petits trucs qu'ils ont utilisés en plus. Okay. Donc, ils ont testé du brainstorming, des échéances fixes,
Les rôles délégués, alors il y avait bien. le pouce décision, le maître du temps. C'est ça. Il y avait aussi le rôle d'avocat du diable, qui permettait de challenger, le SWOT, qui a été aussi utilisé, et puis toute la gestion des objections. Donc, ça, c'est des petits outils qui peuvent servir en plus. Et puis, il y a toutes les techniques de prise de décision qu'ils ont testées. Donc, le consensus, qui vise à l'unanimité. On a eu le vote à points, les carrés magiques, le consentement, les prises de décision autoritaires, le vote majoritaire et le hasard. Voilà. Et donc, après, ils se disent comment on peut faire pour un petit peu classer ces techniques. Ah oui. Donc, ils font un petit atelier là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne, Yvan? Alors, moi, je suis le préposé au schéma. Donc effectivement, ils établissent un schéma. Ils conservent cette idée-là de temporalité de la prise de décision et ils décident de regarder aussi sous un autre angle les différentes techniques de prise de décision, qui est l'angle, ce qu'ils ont pu observer sur l'engagement que ça produit sur le groupe ou le désengagement, au contraire, que ça pourrait générer. Donc ici, désengagement, ici, engagement. Et donc finalement, ils observent 3 familles de techniques de prise de décision. Les slides seront disponibles avec un QR code là, dans quelques instants. Donc des techniques qui sont plutôt d'ordre directif en fait. Hein. Donc le hasard en est un, les prises de décision autoritaires également. Donc là forcément c'est très très rapide, très efficace en termes de temps à mettre en œuvre. En revanche, ça va très probablement provoquer du désengagement sur les personnes qui sont concernées par la prise de décision et qui ne sont pas impliquées dans le processus. Première étape d'implication dans le processus, ce sont des modalités consultatives. Les gens sont impliqués dans le processus de prise de décision, mais ils ne sont pas forcément décisionnaires. Donc c'est le groupe de techniques ou d'outils qui apparaissent dans la zone bleue. Et puis, in fine, les techniques qui sont vraiment collaboratives, et là on prend la décision tous ensemble, avec différentes techniques là qu'on peut voir. Et puis on voit que le temps, là, le consensus, son point faible, ça peut être effectivement le temps qu'on peut mettre ou pas. Hein. Des fois, ça peut être très rapide, mais ça peut quand même aboutir à des situations un peu soit de consensus mou, soit de temps très long pour aboutir à une prise de décision. Ok, super. Et puis du coup, ils continuent à se demander, mais dans quelle situation on devrait utiliser telle technique, quoi. Et donc pour ça, ils identifient déjà une petite cartographie des prises de décision. Il pourrait y avoir des prises de décision stratégiques. Dans ce cas-là, l'impact est fort. On est sur des décisions qui sont très peu réversibles. On est sur du long terme. Hein. Et puis, elles sont très rares, ces prises de décision. À l'opposé, on a des décisions opérationnelles qui ont un impact vraiment très limité, qui sont la plupart du temps totalement réversibles, qui sont à prendre dans l'urgence, en tout cas à très court terme, et qui sont courantes, répétitives, on en a tout le temps. Et puis évidemment, on peut avoir des décisions, nous on dit tactiques au milieu, voilà. On a ce spectre, et ils identifient après leur atelier leurs préconisations pour eux-mêmes, en disant voilà, si on est sur de l'opérationnel, on teste toutes les prises de décision qui donnent la priorité à la rapidité. Alors le hasard, pourquoi pas, on l'a déjà vu. Prise de décision unilatérale, consultatif, vote, etc. Donc plus ça va, plus on va prendre potentiellement du temps. Ensuite, on va avoir en tactique le consentement, qu'ils ont trouvé vraiment très efficace. Très et en stratégique, pourquoi pas le consensus ? Parce que quand même, ça peut, si on arrive à l'unanimité, ce serait pas mal. Mais le consentement pourrait être quand même plus pratique, pourrait être un peu plus efficace. Voilà, donc c'est ça qu'ils ont. Et il y a aussi un mode peut-être de consentement un peu renforcé. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Oui, on peut imaginer un consentement renforcé où, vous vous souvenez, dans le consentement, il suffit que personne ne soit en objection pour que la décision soit prise. Mais s'il y a des personnes qui sont en tolérance, on peut imaginer faire un petit tour de plus. Donc juste, on investit un tout petit peu plus pour voir si on ne peut pas améliorer la prise de décision pour pouvoir éventuellement avoir des personnes en plus. Bon, ça c'est... intéressant. Voilà, du moment qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, ça peut être une piste. En conclusion de cette rétrospective d'équipe, et donc notre fier équipage finalement constate que s'interroger sur les modalités de prise de décision, c'est déjà améliorer le processus, le formaliser les types de processus par rapport aux situations, c'est encore mieux. Ils ont appris également que finalement les techniques sont contextuelles. Ça dépend un petit peu des situations, tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, et que chaque technique n'est pas forcément la technique ultime, donc elles sont adaptées aux situations, mais elles peuvent aussi avoir chacune leur piège, leur propre piège, donc c'est intéressant de les connaître. Et aussi, ils ont appris que le consentement pouvait s'avérer, dans certaines situations, très efficace. Ok.
Alors qu'est-ce qui se passe au final? Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur Terre, la situation est devenue vraiment... on est au bord du conflit mondial quand même, hein, il faut bien le dire, parce que là, c'est la guerre pour obtenir un petit peu d'électricité, enfin voilà. Mais l'équipage a réussi à rétablir la communication de manière pérenne avec Kourou. Ils ont pu filmer en fait la descente sur Mars, qui s'est parfaitement bien passée. Oh, avec une belle Et ça a été diffusé en fait sur ceux qui réussissaient quand même à avoir des petites télés dans un coin, enfin sur Terre. Bon, enfin, voilà. En tout cas, les dirigeants ont eu toutes ces infos-là, ils ont pu, etc. Certains descendus. Enfin, toujours est-il que ça a créé vraiment un élan très inspirant pour l'ensemble des nations sur Terre, et qui se sont dit quand même là, on est face à quelque chose de vraiment de cette entente internationale. On devrait quand même nous-mêmes un petit peu nous entendre entre nous, et ça a permis de rétablir la paix sur Terre. Donc voilà. Et puis, happy end. Bravo. Bravo pour l'équipe. Ouais. Et puis il y a Betty. Vous vous souvenez de Betty? Oui, l'Irlandaise. L'Irlandaise. Et donc 20 ans plus tard, on est en 2055. Betty est devenue présidente de l'Irlande réunifiée. Et dans ses mémoires, parce que du coup elle a écrit des mémoires, Betty, et elle a dit que le critère le plus important qui avait permis en fait à l'équipage de réussir sa mission, ça avait été sa capacité de prendre de bonnes décisions collectives. C'est beau. Voilà, tout est dit. Super. Alors, on ne peut pas vous laisser sans vous recommander les livres de chevet de notre équipe. Ils étaient partis avec 4 livres. Ils avaient choisi les bons, manifestement. Donc, comment faire les bons choix? Là, on va traiter plutôt de la prise de décision individuelle. Ici, le livre des décisions, c'est plutôt un catalogue de différentes techniques ou outils autour de la prise de décision. Si vous voulez explorer, on n'est pas rentré là-dessus, un tout petit peu. Les biais cognitifs, on est un petit peu rentré dessus, mais pas tellement. Les biais cognitifs, il y a l'ouvrage d'Olivier Sibony qui traite de cette question-là. C'est vraiment la référence en France là-dessus. Et notamment, il l'aborde au travers d'un comité de direction, une équipe de direction. Et enfin, autre thème qu'on n'a pas forcément traité, mais si vous voulez avoir des bonnes décisions collectivement, parfois vous pouvez avoir à résoudre des dysfonctionnements d'équipe au préalable, parce que même le meilleur outil avec un collectif dysfonctionnant, ça peut donner des résultats aléatoires. Et donc il y a tous les travaux de Patrick Lencioni, notamment cet ouvrage, Optimiser votre équipe, qui aborde la thématique des dysfonctionnements d'équipe. Il y a ici quelques références supplémentaires, des vidéos, des podcasts, des articles, si vous voulez creuser cette thématique. Et je crois qu'on en a terminé pour cette belle aventure. Pour les feedbacks, c'est ici. Et pour accéder au support, et même, vous verrez, c'est un répertoire. Il y a d'autres ressources qui sont disponibles au-delà du support là, qu'on vous a partagé. Donc voilà, vous pouvez y aller. Il y a différents petits ouvrages. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Si vous voulez partager avec votre voisin dans la salle, quelle serait pour vous, suite à cette inénarrable aventure, une action que vous voudriez mettre en œuvre, ou éventuellement un point que vous retenez de cette aventure, je vous invite à partager avec votre voisin et finalement faire une petite conclusion débriefing avec votre voisin. Yeah. Alors, merci pour la présentation. En tout cas, c'était cool. Il y a des facteurs, en fait, que j'essaie. Il y a des facteurs que j'aimerais beaucoup, dont j'aimerais avoir votre avis. Notamment le fait d'utiliser le pouvoir dans les décisions. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans les organisations. Donc, au-delà de ce qu'on voudrait avoir, il y a aussi l'exercice du pouvoir, parce qu'il y a la responsabilité derrière la décision. D'accord? Par exemple, là, si je reprends votre exemple, alors, excusez-moi, c'est une question longue, mais je vais la reformuler à la fin. Là, il y a une navette, il y a quelqu'un qui paye. Alors, on pourrait imaginer que c'est peut-être un mosquit et qui va dire, voilà, c'est moi qui ai payé, donc c'est moi qui vais décider. D'accord? Ça, c'est ce qu'on connaît dans les organisations. Quelle est cette dimension, comment vous voyez cette dimension pouvoir dans tout ce que vous avez pu nous partager concernant la décision? Quel est votre avis? Quel est votre sentiment sur le point? Et là, pour donner un exemple, les Nations Unies, par exemple, on a vu pendant 2 ans des gens qui mouraient dans tous les sens
et on avait une décision par consentement et rien n'a bougé. Parce qu'on a une notion de pouvoir. Donc voilà. Merci. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, pouvoir et redevabilité finalement derrière, ou en tout cas responsabilité financière ou légale. Ok. Oui. Vaste débat. C'est vrai qu'on l'a un petit peu écarté parce que nous, on a tué le manager direct. Donc c'est vrai que ça facilite un peu. Et puis bon, le contact avec la Terre était coupé. Après là, nous, c'était assez facile d'une certaine façon parce que l'équipage, étant les seuls à peu près sur le terrain, c'était les seuls qui pouvaient prendre des décisions là. Donc on a souvent une délégation sur ceux qui sont le terrain pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, s'il y avait une communication très forte et avec des personnes qui auraient voulu prendre le pouvoir en fait sur l'équipage, ça aurait pu être désastreux. Donc, mais comment lutter contre ça? C'est ça un petit peu la question ou... Quelle est la place du pouvoir en fait dans les prises de décision collectives? Parce que ça, c'est la réalité du terrain. Donc la prise du pouvoir, mais je crois qu'il répète ce que... oui. Alors il y a peut-être un élément qui peut aider, là c'est difficile de répondre, hein. C'est un peu la situation qu'on vit dans les entreprises assez fréquemment, même si on l'a vu avec le sondage initial, il y a beaucoup d'équipes, enfin de personnes qui sont dans des équipes qui ont de l'autonomie, donc ça c'est quand même très positif. Il y a peut-être un élément qui est celui de la vision. Par exemple, dans notre petite histoire, ils avaient une vision qui était très claire. L'objectif, c'était d'aller sur Mars. Et donc, avec cette vision-là, une fois alignés, les gens qui ont mis de l'argent, alors c'est peut-être des contribuables de cette mission-là, qui ont mis de l'argent pour financer cette opération-là, finalement, ils avaient la vision. Après, ils étaient sur le terrain et ils ont essayé de prendre les meilleures décisions en alignement avec cette vision et cet objectif. Je sais pas la décision de laisser l'équipe autonome a été prise en amont. Bon, là, nous, dans notre histoire, c'était un peu simple parce qu'ils n'avaient plus de contact. Mais c'est peut-être sur une sphère d'autonomie, bien aborder les choses et en fait essayer d'aligner, d'apporter la vision. Je sais pas si... Mais c'est une question pas évidente. Hein. Ok. S'il y en a d'autres dans la salle d'ailleurs qui ont des éléments d'éclairage là-dessus. Justement, juste avant d'apporter ma question, je ne vais pas apporter des éléments à proprement parler de réponse pour la question, mais plutôt des pistes. Une des pistes, c'est le Delegation Poker, qui est un outil que je trouve assez intéressant pour se poser la question Management 3.0 du fonctionnement collectif ou pas, et les distinctions entre pouvoir de, pouvoir sur et pouvoir avec, qui permettent aussi de creuser pas mal autour de ces notions de pouvoir et de prise de décision collective. Et ma question, c'est, dans les dernières slides, vous mettiez en avant le consentement, et vous indiquez aussi que, associé aux différentes façons, il y a des pièges. Et c'est quoi les pièges du mode de fonctionnement par consentement? Alors je pense qu'il y en a au moins déjà, moi j'en vois déjà un, c'est sur le choix de la personne qui fait la proposition. Parce qu'en fait on a déjà une première prise de décision, c'est qui va faire la proposition. Donc si déjà c'est dans une équipe c'est toujours la même personne qui propose les décisions, ça va lui donner un pouvoir particulièrement, puisque évidemment il va orienter fortement les débats, et à chaque fois ça va... voilà, donc il faut que ce soit quelque chose qui puisse tourner, et on va essayer de choisir la personne en fonction de ses compétences, et que ça tourne aussi dans le collectif. Moi je voyais déjà au moins celle-là. Est-ce que toi t'en vois une autre? Je sais pas, Rebecca, toi, qu'est-ce que tu avais mis en... Parce qu'elle a fait une thématique presque pareille hier, c'était... Ouais. Ah bah bravo. Ouais, ça c'est un piège important. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, ça peut être... C'est très formalisé. Peut-être qu'on n'obtient pas la même adhésion que si on avait un consensus qui allait vraiment à son terme. Oui. Une des difficultés, c'est pour pouvoir vraiment amener à bien utiliser de la décision par consentement. Du coup, on a besoin d'un climat dans l'équipe de bonne sécurité psychologique. Parce qu'en fait, sinon, tu as des gens qui vont avoir la tentation de suivre l'équipe et de ne pas exprimer les objections. Puis qu'on retombe dans un système qui n'est pas très sain. En fait, ça se voit un peu, c'est-à-dire que tout le monde suit l'équipe, puis personne n'en support. Il y a quand même un problème. Ouais, c'est clair. Oui, il y a un fort besoin. Intéressant. Ouais. Les gens qui se lassent. Les gens qui se lassent. Par répondre. Ça va être dernière réponse.
Ok. Donc oui, ce que je disais, c'est que ce que j'avais parlé pendant mon atelier d'hier sur la prise de décision, c'était, même si on est dans le consentement, les gens sont parfois lassés, et du coup ils répondent oui, sans penser à certaines objections, certaines choses auxquelles ils pourraient se dire « Ah non, en fait, j'aurais peut-être une objection, mais j'ai pas envie que le débat dure, donc je vais dire oui, et puis voilà, ça s'arrête là. » Et aussi les gens qui auront des objections, mais vont pas oser les émettre, par peur, par timidité, par la peur de ne pas être écouté, ou de ne pas être assez crédible, ou un peu la peur le syndrome de l'imposteur. Je suis qui pour émettre une objection aussi. Super, merci Rebecca. Est-ce que c'est fini? Super, merci à vous. Merci.